tout le monde. On reprend pour la deuxième partie de la journée, le deuxième panel. Je m'appelle Vicky Gauthier, je fais partie des jaseuses. Donc, vous avez entendu plutôt par l'accent que je ne suis pas du tout en France, je suis au Québec. Donc, bon matin pour ceux qui sont du Québec et bon après-midi pour ceux qui sont là. Donc, on va commencer le deuxième panel qui s'intitule « Monter l'héritage, légué à l'avenir, démarche féministe ». Je vous rappelle qu'il y a encore un Framapad pour rentrer vos questions durant les communications. Donc aujourd'hui, on a deux panélistes des jaseuses qui vont nous parler de leurs recherches, de leurs projets. Donc pour la première, j'ai le plaisir de vous présenter Mathilde Lechelet. Elle est doctorante en histoire et histoire de l'art à l'Université de Paris au sein du laboratoire Cyrillac. Après s'être intéressée au type de la pécheresse repentie, aux courtisanes et au culte de Marie-Madeleine, elle travaille aujourd'hui sur les images et imaginaires des violences sexuelles faites aux femmes en France entre 1857 et 1908. Membre des Jeunes critiques d'art, elle collabore régulièrement avec des artistes contemporaines et est co-commissaire de l'exposition Retracer notre ciel de l'atelier Corps, genre, art de l'association Effigie qui se tient en parallèle à ce colloque des jaseuses. En 2020, elle a travaillé pendant 10 mois à la valorisation des artistes femmes au Musée d'Orsay en tant que chargée de mission dans le cadre du programme Immersion du LABEX CAP. CAP. Le titre de sa communication est « L'exposition Femmes célèbres du 19e siècle de 1922, présenter une constellation du 19e siècle pour construire un réseau au 20e siècle ». Je lui laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais partager mon PowerPoint. Vous voyez bien ? Ok, super. Merci beaucoup, Vicky. Je suis très heureuse de vous présenter cette communication aujourd'hui et je me réjouis beaucoup de voir se tisser des liens entre les différentes communications, les différents panels et les différentes journées. Ma communication s'appuie sur un fonds d'archives conservé à la bibliothèque Marguerite Durand à Paris, fonds d'archives qui regroupe des documents relatifs à une exposition consacrée aux femmes célèbres du 19e siècle, organisée par Marguerite Durand l'année où elle tente de relancer le journal La Fronde et de créer une maison des œuvres et institutions féminines à Paris. Je vais d'abord remettre en contexte la vie de Marguerite Durand ainsi que l'histoire du journal avant de plonger plus précisément dans l'exposition de 1922. Nous allons voir comment cette exposition révèle un foisonnement de réseaux construits et convoqués par Marguerite Durand pour élaborer et matérialiser une constellation de femmes. Elle puise dans le passé et réécrit des histoires, des vies qui sont déjà pour certaines oubliées, effacées. Elle suit des pistes pour retrouver des traces et ainsi penser un projet tourné vers l'avenir. Nous allons voir comment passé et avenir, écriture de l'histoire et actualité politique, célébrité et postérité s'entremêlent dans ce projet d'exposition qui oscille entre éloge de l'individu et mise en lumière de relations. Les monographies de Jean Rabault et d'Elisabeth Coquart, les travaux d'Annie Mess, de Christine Barr et des archives du féminisme, ainsi que les publications récentes de Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michel Zangarini-Fournel, Marie-Ève Ferranti, ont permis de mettre en lumière la vie, les luttes et les accomplissements de Marguerite Durand. Je m'appuie ici sur leurs travaux. Marguerite Durand a d'abord été actrice de la Comédie Française et journaliste au Figaro avant de se convertir, si l'on peut dire, au féminisme, après avoir assisté au congrès féministe organisé à Paris en 1896 par la Ligue française pour le droit des femmes. Elle crée la Fronde en 1897 pour proposer, je la cite, « un grand journal féministe où, quotidiennement, des femmes défendraient les intérêts des femmes ». La Fronde est publiée régulièrement jusqu'en 1905 et a ainsi pour vocation de rivaliser avec les grands quotidiens d'information générale, tout en étant pensé et créé de bout en bout par des femmes. C'est un espace d'émancipation et d'épanouissement pour les femmes journalistes. Cette non-mixité apparaît comme absolument nécessaire pour Marguerite Durand.
Quotidien depuis 1897, la Fronde devient mensuelle à partir de 1903 et cesse d'être publiée en 1905. Marguerite Durand publie ensuite périodiquement quelques numéros et reprend un rythme plus régulier entre 1926 et 1928. Pendant de nombreuses années, la Fronde s'engage en faveur de lutte pour les droits des femmes. Le journal soutient leur admission à l'école des beaux-arts, le droit d'assister aux débats parlementaires, de recevoir la Légion d'honneur, d'accéder au barreau, etc. L'exposition des femmes célèbres du XIXe siècle s'inscrit dans la continuité de ces combats. En mai 1922, Marguerite Durand écrit à différentes directrices d'œuvres et d'institutions. Je cite: le journal La Fronde, grand quotidien qui va reparaître prochainement, a installé au rez-de-chaussée de ses bureaux au 47 rue Vivienne une librairie où sont en vente spécialement des ouvrages écrits par des femmes ou concernant les femmes. Un service de documentation et de renseignement sur les œuvres et institutions féminines y doit être organisé. Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le plus tôt possible tous les renseignements concernant votre œuvre, brochures, prospectus, etc. Je pense que vous apprécierez l'intérêt que présente pour les œuvres féminines une organisation centralisant tout ce qui peut contribuer à les faire connaître davantage. Je vous serai également obligée de l'envoi pour nos archives de notes biographiques sur les fondatrices, les bienfaitrices, les directrices de votre œuvre, avec, si possible, portraits et autographes. Cette lettre montre déjà un double projet qui sera celui de l'exposition, rassembler des renseignements précis sur l'histoire des femmes et les accompagner ces renseignements de représentation de ces femmes ainsi que d'autographes. Au cours du printemps et de l'été 1922, Marguerite Durand envoie des lettres circulaires afin d'annoncer d'une part la création du Club des femmes journalistes et d'autre part la tenue de l'exposition sur les femmes célèbres. Le Club des femmes journalistes reprend les statuts de la Maison des journalistes, dont les femmes sont encore exclues, et souligne la volonté de Marguerite Durand de faire du 47 rue Vivienne un, je cite, quartier général du féminisme. Sa lettre circulaire, diffusée largement dans la presse, définit les visées de l'exposition. Il s'agit de la présentation d'objets créés par ou rappelant la vie de femmes dont, je cite, l'histoire s'est occupée. L'exposition sera accompagnée de conférences et servira à financer le fameux quartier général du féminisme dont rêve Marguerite Durand. La façon dont elle diffuse l'annonce de ce projet d'exposition et dont elle recherche les œuvres qui seront présentées montre un foisonnement de réseaux. Des lecteurs et lectrices de la presse qui la contactent au personnel des grands musées vers lesquels elle se tourne. Les échanges qu'elle a avec les héritiers, héritières, les proches et les collectionneurs montrent aussi la diversité des liens qui unissaient ces femmes célèbres aux autres. La diffusion de l'annonce dans la presse met en branle l'écriture collective d'une histoire des femmes célèbres du XIXe siècle. Alice Guerquin-d'Auriac, membre de la Société des gens de lettres et lectrice de l'Avenir, lui écrit pour mentionner la compositrice Joséphine Martin, soulignant que 1922 est l'année du centenaire de sa naissance. Les réseaux n'ont de cesse de s'entremêler. Une lectrice des débats et du Figaro propose un buste de l'actrice Rose Chéry, réalisé par la sculptrice Pauline Bouffet. Cette lectrice s'avère être la sœur de l'architecte Henri Gauquier, qui a réalisé le monument à la tragédienne Clairon en 1901, monument érigé grâce à une souscription lancée par la Fronde. Cet entremêlement montre comment Marguerite Durand encourage ces constellations qui rayonnent et s'entrecroisent. Enfin, une lectrice de l'Intermédiaire demande des renseignements dans une lettre du 25 septembre 1922 et suggère la création d'un panthéon de la femme plus permanent. Et puisque, je cite sa lettre, et puisque cette exposition doit se faire dans les bureaux de la Fronde revenue à la vie, pourquoi alors ne pas inaugurer une exposition permanente portant tous les 2 mois, par exemple, sur des célébrités féminines bien définies, femmes peintres, femmes de science et autres, et sur les femmes célèbres de toutes les époques? Ce serait le véritable panthéon de la femme par l'image. Ce serait une chose nouvelle, une excellente publicité pour la Fronde et la source d'une grande publication à images que vous pourriez, par la sorte, offrir comme prime à vos abonnés.
Le répertoire que tient Marguerite Durand et qu'elle intitule « Personnes avec lesquelles je suis en rapport pour l'exposition des femmes du XIXe siècle » montre l'importance qu'elle accorde à ces liens qui se tissent. L'entrée Q est entièrement dédiée à ses contacts avec la presse. La liste est longue et souligne sa volonté de faire rayonner son projet. Elle échange avec des galeries et des éditeurs. Elle entre en contact avec de nombreuses institutions. La Comédie Française, le Musée de Sèvres, la Bibliothèque de l'Opéra, le Musée du Louvre, le Musée du Luxembourg, le Muséum d'Histoire naturelle, le Musée Jacques-Marandré. Le conservateur du Louvre lui écrit, je cite, « Le but que vous poursuivez est si intéressant que vous pouvez compter sur mon concours le plus dévoué. » À Sèvres, elle visite les collections et choisit les œuvres présentées avec l'artiste et conservateur Maurice Savreux, tandis que le conservateur du Musée des Augustins de Toulouse lui fait l'inventaire des œuvres faites par des femmes qu'il conserve. Un portrait par Elisabeth Vigée-Lebrun, le pastel Fleur d'automne de Claire Lemaître et deux huiles sur toile de Victorine Imard. Le projet de Marguerite Durand tend donc également à revaloriser les artistes femmes présentes dans les collections publiques françaises. Elle contacte enfin les héritiers et héritières, les proches, les sœurs, les compagnes et compagnons. Là encore, les liens s'entrecroisent. Marie Samary prête des œuvres pour représenter sa sœur, Jeanne Samary, et sa tante, Madeleine Brohan, toutes deux actrices. Marguerite Durand contacte Julie Manet, fille de la peintre Berthe Morisot, Louis Vignon, fils de la sculptrice Claude Vignon, Pierre Bracmont, fils de Marie Bracmont, Suzanne de Voyot, fille de la tragédienne Élise de Voyot. Anna Klumke, dernière compagne et unique héritière de Rosa Bonheur, prête des œuvres de la peintre et recommande Marguerite Durand à d'autres collectionneurs. Hélène de Vilaine de Nivelle de Haar prête un portrait de la poétesse Renée Vivien, dont elle a été l'amante et avec qui elle a partagé un temps le pseudonyme de Paul Riversdale. Une lettre d'Aurore Lott Sand, petite fille de George Sand, révèle un autre type de lignage, d'héritage spirituel cette fois. Je ne puis vous envoyer que ma confiance et mon désir de voir George Sand parmi vous, ces filles spirituelles qu'elle a aidées par sa vie généreuse et laborieuse à devenir des femmes plus libres et plus heureuses qu'elle. Des rapports de réciprocité se créent. Aurore Lott Sand n'a pas connaissance d'un buste prêté par Versailles pour l'exposition. Elle le découvre grâce à Marguerite Durand et lui en demande une photographie. Les remerciements que reçoit Marguerite Durand sont le signe de cette réciprocité. Max Durley, collectionneur retrouvé grâce au fils de l'actrice Anne Judique, écrit, je cite, « Je me fais un véritable plaisir en vous prêtant ce portrait de notre grande Judique qui a bien mérité sa place dans les femmes célèbres du XIXe siècle. » L'arrière-petit-enfant de la peintre de la manufacture de Sèvres, Marie-Adélaïde Ducluseau, née Durand, écrit, je cite, « Je vous suis reconnaissant d'avoir pensé à elle pour cette exposition. » Tous ces liens font de cette exposition une constellation plus qu'un panthéon, puisqu'elle révèle des liens entre des figures passées, à la fois entre elles et avec des personnes vivantes. Dans le fonds d'archives est conservée une seule photographie d'ensemble de l'exposition. On trouve aussi des dessins, des décors éphémères pensés pour l'événement, et puis les croquis d'organisation et d'organisation de la scénographie réalisés par Marguerite Durand qui sont particulièrement intéressants. Ces esquisses de scénographie nous permettent en effet de voir comment ces œuvres se répondaient entre elles. Ainsi, dès l'entrée de l'exposition est placée une œuvre de Berthe Morisot, grande figure de l'aventure impressionniste qui participe aux expositions du groupe d'Essel fondatrice de 1874. Et son œuvre est mise en rapport avec celle de la peintre et sculptrice Marie Bashkirtseff, qui publie en 1881 un article dans La Citoyenne afin de réclamer l'accès à l'école des beaux-arts pour les femmes. Au rez-de-chaussée se trouvent aussi des œuvres de Rosa Bonheur, artiste la plus célèbre peut-être du XIXe siècle, première artiste femme à recevoir la Légion d'honneur en 1865 et première femme à être faite officière en 1894. Ces œuvres sont mises en dialogue avec celles de la sculptrice Claude Vignon. Afin de choisir les femmes de sa constellation dans laquelle brillent une centaine d'étoiles,
Marguerite Durand établit des listes. Elle classe les femmes par grandes thématiques représentant les domaines dans lesquels elles se sont illustrées et elle les relie ainsi entre elles. Ici, on peut voir les grands ensembles de la danse et les commerçantes, les industriels. Elle organise aussi les noms de ces femmes par semaine, sans doute en lien avec le programme des conférences qui est proposé et qui met en contact des célébrités du passé avec des personnalités du présent. Et on peut voir ici cette organisation, ce lien qui est créé entre passé et présent dans cette note manuscrite, puisque sur la colonne de gauche, ce sont les noms des femmes du 19e siècle, et sur celle de droite, ce sont les noms des potentiels intervenants, intervenantes. Ainsi, sont proposées dans une salle pouvant accueillir 500 à 600 personnes des conférences sur les sportifs du 19e siècle avec le sous-titre éclairant hier, aujourd'hui, demain, sur les princesses royales, sur Marceline des Bordes-Valmore, oscillant toujours entre la monographie et l'approche transversale. Aussi sur Hortense Schneider et l'opérette sous le Second Empire, sur les grandes scientifiques, sur Louise Michel, sur les femmes et le droit et sur les femmes écrivant pour la jeunesse. La conférence sur la mode du péplum à la crinoline est faite par Madeleine Vionnet, une femme célèbre et influente contemporaine. Tandis que la conférence de clôture fait se rencontrer deux stars, puisque Sarah Bernhardt, incarnation de la célébrité, monstre sacré selon l'expression de Jean Cocteau, évoque la tragédienne Rachel, célébrissime elle aussi. Les accomplissements et les trajectoires des femmes célébrées par l'exposition sont diverses. Il y a les artistes que nous avons déjà cités, mais il y en a d'autres plus oubliées, comme Claire Hildebrandt, ou des femmes d'affaires comme Marguerite Boucicaut, ou encore des philanthropes comme la duchesse de Galliera, qui permet la fondation de l'École des sciences politiques. Le but de l'exposition est donc de remettre en lumière ces femmes le plus complètement possible par leurs œuvres, leurs autographes et par les représentations qui en ont été faites. Ainsi, Pierre Braquemont envoie, en plus de l'huile sur toile de Marie Braquemont, la lecture, un autographe de sa mère et une photographie. Ces représentations permettent de montrer, outre leurs accomplissements, la reconnaissance dont elles ont déjà bénéficié et qu'il faut prolonger par la mémoire. Il faut les faire passer de la célébrité à la postérité. Pour ce faire, Marguerite Durand cherche à retracer leurs histoires en glanant des souvenirs et des archives et à travailler à leur postérité avec notamment la mise en valeur de leurs tombes. Dans ces échanges, Marguerite Durand tire des fils et demande des informations biographiques sur les femmes qui l'intéressent. Elle demande aussi la confirmation de certains événements. L'idée que ces figures ont déjà souvent un peu disparu est répandue. De fait, l'historien Georges Lacour-Gaillet, lorsqu'il lui est proposé de faire une conférence sur la duchesse de Dino, dit que dans ses recherches sur Talleyrand, il, je cite, voit assez souvent passer l'ombre séduisante et un peu énigmatique de sa nièce. Marguerite Durand reçoit des renseignements biographiques sur la peintre Euphémie Muraton, sur l'actrice Jenny Thénard et sur des artistes de la manufacture de Sèvres. La baronne d'Alexandrie partage ses souvenirs de l'impératrice Eugénie, tandis que Céline Chausson-Musset évoque l'actrice Virginie de Jazet. Pierre Braquemont se souvient de sa mère et le fils d'Anna Judic lit les œuvres qu'il prête à son histoire personnelle. Je cite sa lettre. J'ai quelques raisons, soit dit en passant, de me rappeler, si je puis ainsi dire, cette pièce, car je suis née dans la loge de ma mère, au Bouffe même, après la représentation où elle venait de jouer. Cet événement mémorable remonte, hélas, au 17 janvier 1875. Marguerite Durand ne fait pas seulement appel aux souvenirs de proches. Elle contacte la bibliothèque du Club alpin français pour retrouver des documents sur l'alpiniste Henriette d'Angeville et le Bon Marché, pour préciser les dates d'exercice de Marguerite Boucicaut, qui a participé à sa création. Par ailleurs, Marguerite Durand fait résonner ses recherches avec des questions d'actualité. Ainsi, elle demande au secrétaire général de l'École de sciences politiques pourquoi les femmes n'y sont pas admises, en même temps qu'elle demande des renseignements biographiques sur la duchesse de Galliera. La question du passage à la postérité et de son importance se voit dans la place que réserve Marguerite Durand au tombeau dans son projet. Elle contacte les conservateurs des cimetières de Pantin, de Montmartre, de Saint-Ouen, du Montparnasse et du Père-Lachaise.
Elle visite certains cimetières, comme celui de Montmartre, avec les conservateurs et il lui adresse des listes des tombes des personnalités qu'il juge les plus remarquables. Marguerite Durand organise ensuite une campagne de photographie qu'elle projette d'offrir à la ville de Paris. Pour chaque photographie, elle doit demander l'accord de la famille, ce qui, là encore, révèle certains liens. Par exemple, elle apprend que le tombeau de René Vivien a été commandé par Hélène de Zuylène de Nivold de Hart. Marguerite Durand, lors de ses visites, prend des notes et retient notamment l'état d'entretien de la tombe, si elle est fleurie ou non. C'est une marque du souci qu'elle a de la mémoire et du passage à la postérité. Placer ces photographies dans l'exposition crée aussi un lien entre l'intérieur et l'extérieur et interroge la place de la mémoire des femmes dans l'espace public. Plus tard, Marguerite Durand militera aussi pour un plus juste équilibre dans les noms de rues. Cette exposition est donc la convocation d'un réseau qui permet d'écrire l'histoire, des histoires de femmes et de les faire passer à la postérité. C'est aussi un projet politique profondément en lien avec l'actualité et les luttes pour les droits des femmes. Le lien entre histoire, exposition et enjeux politiques rappelle un autre projet de Marguerite Durand. En 1900, elle organise le Congrès international de la condition et des droits des femmes, reconnu officiellement par l'Exposition universelle. Ce congrès est accompagné d'une exposition qui présente des documents militants, des portraits et des tableaux. C'est un succès médiatique et le congrès aboutit à la fondation du Conseil national des femmes françaises. En 1922, l'enjeu politique principal est l'obtention du droit de vote. Dès 1910, Marguerite Durand s'engage activement en faveur du droit de vote des femmes. Le 20 mai 1919, les députés votent le suffrage intégral. Le Sénat repousse la délibération pendant 3 ans et c'est en novembre 1922, donc juste après l'exposition, que le projet de loi est finalement refusé. Cette importance du droit de vote transparaît dans les lettres échangées pour l'exposition, ainsi que dans l'identité des personnalités que Marguerite Durand choisit pour donner les conférences. Ainsi, le député René Viviani, qui donne une conférence sur les femmes et le droit, est un fervent défenseur de la cause. Dans une lettre datant sans doute de la fin de l'été 1922, l'avocat Aurel, qui donne une conférence sur Lucile et Julie de Chateaubriand, lui parle du projet de conférence et, dans la même lettre, encourage Marguerite Durand à organiser une manifestation. Je cite sa lettre. « Et puis, je vous en prie, joignez vos groupes, soyez plus représentatifs que jamais et faites défiler légalement 30 000 Françaises en ordre, en gravité, en parfaite discipline devant le Sénat au matin du jour où il devra ratifier le vote des Françaises. Je sais de toutes les sources que si, par un geste, les Françaises défilaient avec un emblème le vote aux Françaises, nul sénateur n'oserait plus refuser. Solidairement, Aurel. » Entre 1922 et 1936, les députés voteront à 4 reprises en faveur du droit de vote des femmes et seront 4 fois repoussés par le Sénat. L'exposition Femmes célèbres du XIXe siècle, même si elle n'atteint pas les attentes de Marguerite Durand, rencontre du succès et montre un projet clair. Je cite Nadia Bélanger, sœur de l'actrice Marguerite Bélanger. J'allais justement vous écrire pour vous exprimer mon très vif regret de n'avoir pas visité l'exposition dont mes amis et la rumeur publique m'ont dit le plus grand intérêt. Permettez-moi de m'associer à tous ceux qui ont compris ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, et veuillez trouver ici, madame, mes meilleurs et admiratifs souvenirs. La vie de Marguerite Durand est marquée par cette idée de réseau qu'elle crée et qu'elle convoque, ainsi que par son engagement en faveur des droits des femmes. Son rêve de relancer la Fronde ne prend pas en 1922, ni son projet d'ouverture d'une maison des œuvres et institutions féminines. La Fronde reparaît quelques années plus tard et, en 1931, elle fait don de ses archives et collections à la ville de Paris. Elle ne voit pas le succès de la lutte pour le droit de vote des femmes de son vivant, mais elle crée un centre de ressources et la bibliothèque Marguerite Durand peut peut-être aujourd'hui être considérée comme, je cite à nouveau son ambition, un quartier général du féminisme.
Voilà comment, au début du XXe siècle, une femme tente de retracer une constellation de comètes du XIXe siècle dont la trace s'efface déjà et laisse à des chercheuses du XXIe siècle la tâche de les retracer encore par l'exploration d'archives toujours à valoriser et toujours à protéger. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathilde. Je vous rappelle que vous pouvez écrire vos questions sur le Framapad ou aussi ceux et celles qui sont sur Zoom, les écrire dans le chat et je peux aller les recopier. C'était très riche. Merci beaucoup. On va passer. Beaucoup, Eva. Merci aussi à Mathilde pour ces deux communications sur l'art, sur l'évolution, sur la défense aussi des artistes femmes, puis de l'importance de les garder vivantes, les garder aussi en tête. On va commencer par les questions concernant la communication de Mathilde. On a des questions de YouTube de la part de, je ne sais pas si on lui nomme, donc probablement que je vais mal le dire, c'est EFOS. Donc, merci pour ces passionnantes communications. Y a-t-il eu d'autres expositions de cette sorte organisées après 1922? Donc, l'exposition des femmes célèbres 1922. Merci, pour cette question. Alors, de la part de Marguerite Durand, il ne me semble pas. Je ne crois pas qu'elle organise d'autres expos après. Après, cette exposition des femmes célèbres, elle s'inscrit vraiment dans un contexte d'exposition qui valorise les femmes et leurs accomplissements et va à parler de l'exposition universelle de 1893. Et il y a plusieurs parallèles en fait qui pourraient être faits entre le projet de Marguerite Durand et cette exposition de 1893, puisque par exemple, au pavillon de la femme, donc de cette exposition de Chicago, il y avait aussi une bibliothèque qui regroupait plus de 7000 livres écrits par des femmes du monde entier. Et il y avait un espace aussi de rencontres, d'échanges qui était prévu. Donc, il y a des parallèles à faire entre les deux projets, je pense. Et puis après, pour les artistes femmes, il y a plusieurs expositions qui les valorisent, que ce soit celle de l'Union des femmes peintres et sculpteurs à partir de la création de l'Union en 1881, dont on va pouvoir aussi reparler ce soir, et puis des expositions comme celle organisée par Charlotte Bénard au Lycéum, qui est un club de femmes en 1908 aussi sur les femmes artistes. Plus tard, en 1937, il y a une exposition sur les femmes artistes d'Europe au Jeu de Paume. Donc, il y a ce genre d'événements qui continuent à valoriser les artistes femmes en les mettant à part en même temps. Voilà. Je pense que ça répond à la question. Oui. Une pour Eva. Quelles sont les formes récurrentes d'agentivité que vous avez perçues dans l'appropriation de la figure de Sabine chez les sculptrices du 19e siècle? Du coup, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de montrer dans le sens où, en fait, c'est juste, enfin, c'est pas juste, mais c'est son nom qui sert beaucoup parce qu'elle sert à légitimer justement l'ancienneté de la pratique de la sculpture par une femme. Parce que, en gros, on la retrouve plus souvent citée que par exemple Propersia de Rossi, qui elle était une sculptrice du XVIe et qui a vraiment existé pour le coup, dont on a vraiment des traces. Je crois que c'est Vasari aussi qui en parle. Enfin, elle est vraiment utilisée au sens presque poétique. Et puis aussi vraiment dans cette idée d'avoir une filiation, enfin une filiation. J'ai encore un peu du mal avec le vocabulaire parce qu'on peut parler aussi d'une généalogie, d'une lignée. Il y a aussi un côté un peu sororal. Après, moi, je l'analyse aussi comme héroïne culturelle, c'est-à-dire que je reprends aussi, en tout cas dans mes travaux, cette notion qui est développée par Chris Secours en 1934 dans La légende de l'artiste, où en gros, ils expliquent que il y a des figures, alors qu'on peut trouver chez Pline, par exemple, il cite le sculpteur Lysippe, qui servent à l'écriture de l'histoire de l'art, parce que l'histoire de l'art passe, mine de rien, aussi par l'anecdote, et c'est d'ailleurs ce que décrit pas mal
Linda Nochlin, hein, parce que c'est finalement ce qui a façonné le génie qui est naturel, le grand artiste, voilà, la pépite du génie. Et moi, je vois dans Sabine, voilà, cette héroïne culturelle qui permet aussi finalement de légitimer et d'avoir une sorte de figure tutélaire à laquelle se raccrocher, quoi. Et au final, on s'en fiche que ce soit vrai ou pas vrai. Et c'est là où on voit aussi le pouvoir des récits, finalement, et aussi je sais pas comment dire, mais de la diffusion aussi de base d'une légende à la base folklorique, un peu locale, et là qui s'étend complètement. Voilà. Oui, dans l'image que tu... Oui, non, c'est super, mais dans l'image que tu montrais tout à l'heure, quand on était vraiment au plus haut sommet de la cathédrale, puis c'était presque un peu flippant, on s'est demandé, oui, elle s'en va faire ça ou elle s'en va se jeter en bas de la cathédrale, ça reste un peu flou, mais c'est ça, c'est assez fou de voir à quel point il faut presque lui donner un état second pour avoir le droit à la création, alors qu'au 19e siècle, là, on lui donne enfin le pouvoir de ses actions, lui, que ce soit une transcendance onirique, finalement. Là, c'est vraiment très intéressant que je ne connaissais pas du tout. On va passer à une autre question pour Mathilde. Quelle a été l'ampleur de cette exposition de 1922? Donc, on parle de fréquentation, retombées médiatiques. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dessus qu'on pourrait savoir? Alors, dans le fonds d'archives, il y a quelques coupures de presse. On trouve aussi des cartes de visite annotées qui montrent que certaines personnes, personnalités sont passées dans l'exposition et félicitent Marguerite Durand. Dans les courriers aussi, on trouve de nombreux messages de remerciements ou des marques d'admiration. Donc, il y a eu du succès, il y a eu une retombée. Et ça, c'est vraiment lié à la stratégie très précise de Marguerite Durand, qui a, comme je l'ai dit, contacté de très nombreux organes de presse et puis des figures politiques, publiques, pour faire rayonner son projet d'exposition. Et en même temps, je pense que c'est une question complexe, cette question de la réception d'exposition, puisqu'elle n'a pas permis d'aboutir à la création du quartier général du féminisme dont rêvait Marguerite Durand. Donc voilà, c'est encore à explorer. Et si vous le voulez, je peux vous montrer un article de journal qui a été fait justement à l'occasion de l'exposition, parce que il montre bien comment est-ce que dans la réception dans la presse, on voit aussi cette idée de mise en rapport des œuvres et de constellations qui se prolongent. Et ici, c'est un numéro d'un périodique qui s'appelle Ève, qui est le premier quotidien illustré de la femme. Enfin, c'est le sous-titre de la publication. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir comment est-ce que la constellation qui est créée dans l'exposition se prolonge aussi dans sa réception dans la presse. Merci beaucoup. Pour Eva, on a Manon qui nous pose une question sur Zoom. Comment tu expliques ou est-ce que ça te paraît intéressant à creuser les strates plus ou moins surnaturelles qui se rajoutent à la légende d'origine? Tu as parlé de comment des femmes actives réactivent cette figure au 19e siècle, mais est-ce qu'on peut imaginer que plus tôt, l'apparition de l'ange, de son ambulance inspiré, etc., ça avait été rajouté pour amoindrir une figure qui était devenue trop menaçante, popularisée? Dans le fond, est-ce que tu penses qu'il y a un besoin d'en faire une figure plus passive que dans la légende d'origine? Et est-ce que ce besoin aurait été lié à des contextes et des événements précis? Alors, ok. Non, en fait, je comprends. Merci beaucoup pour cette question. L'idée justement du somnambulisme, dans l'idée d'amoindrir, clairement, parce que c'est pas elle finalement qui est maîtresse de son art, elle le fait malgré elle. Il y a aussi cette même idée, j'ai essayé un petit peu de faire le lien avec la peinture, avec la fille de Boutadès qui a la main guidée par l'amour, en tout cas c'est ce qu'on voit dans les textes, donc elle n'est pas non plus maîtresse de son trait. Je ne sais pas s'il y a une volonté d'amoindrir parce qu'elle prend trop de place dans le folklore ou dans la légende. Il faut savoir que c'est surtout, cette légende, elle est surtout, comment dire, elle sert surtout à la ville de Strasbourg parce qu'il y a aussi toute une strate politique que je n'ai pas eu le temps
traiter. Mais il y a aussi une sorte de, comment dire, de besoin de réappropriation de cette légende d'un côté par l'histoire de l'art en France et par l'histoire de l'art en Allemagne, puisque tous les deux se disputent l'art gothique en gros. Et donc, c'est savoir si Erwin, il était français ou est-ce qu'il était allemand. Bref, mais du coup, Sabine, là-dedans, joue aussi un rôle, mais elle apparaît aussi vraiment, pas vraiment comme une artiste, et c'est vraiment là où les sculptrices du 19e et leurs alliés la remettent en tant que sculptrice, parce que dans beaucoup des textes de légende, elle apparaît comme la fille de son père, elle l'aide à faire la cathédrale, et puis bon, en plus après, bon ça je l'ai pas trop dit, mais après elle s'éprend d'un des bâtisseurs de cathédrale, et puis finalement elle va au couvent, elle revient juste pour son mariage, enfin bref, elle fait pas grand chose en termes de sculpture, mais ne serait-ce que le fait que Sophie von La Roche émette cette hypothèse que Sabine se soit elle-même représentée dans l'église et la synagogue, c'est aussi là une sorte de réappropriation et de sorte de réhabilitation aussi de Sabine comme sculptrice, non plus comme juste passive, et puis comme fille d'eux et épouse d'eux, quoi. On s'en sort jamais vraiment de ça. Mais c'est intéressant de voir aussi comment, avec Mathilde aussi, avec l'exposition, il y avait une exposition aussi que tu as présentée, je pense que c'était à Chicago, et c'est de voir à quel point il faut aller ailleurs pour avoir une certaine liberté aussi, justement, une liberté de création. Et là, on a vraiment, c'est 19e siècle carrément, Chicago, je pense que c'était la date. C'est assez impressionnant de voir que là, on a mis tout le lieu dédié aux créations de femmes, c'est ça? C'est Oui, vraiment impressionnant. Oui. ouais, je l'ai très mal expliqué, Non, mais ça le bâtiment des femmes, mais effectivement, c'était censé réunir dans un même endroit, un petit peu comme ce que montrait Mathilde finalement, les sculptures faites par des femmes, les peintures faites par des femmes, et plein d'autres documents aussi. Enfin, c'était assez riche. Et ça se voulait vraiment. Mais bon, il y avait toujours un petit côté essentialisant aussi, du coup, mais c'est parce que c'est aussi le 19e qui fait ça. Donc, la légende de Sabine, elle participe aussi à ça, quoi. Donc, voilà. Et merci beaucoup. On va on va revenir à Mathilde. En dehors des beaux-arts, constatez-vous des filiations qui font suite à l'exposition Femmes célèbres du 19e siècle de 1922? Il y a des suites, en tout cas, aux luttes que mène Marguerite Durand avec cette exposition, puisqu'il y a ce projet de club des femmes journalistes pour contrer la maison des journalistes qui est refusée, enfin, d'où l'accès est refusé aux femmes. Et en 1927, donc quelques années après l'exposition, Marguerite Durand, elle obtient le droit d'entrer à la maison des journalistes avec Séverine. Et puis, en 1929, elle reprend la maison de Séverine à Pierrefonds, je crois, pour créer une maison de retraite pour les femmes journalistes. Donc, en ce sens, il y a un prolongement du projet qui était celui du club des femmes journalistes en dehors des Beaux-Arts. Ah, une question pour Eva. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je me demandais pour Eva s'il y avait des mentions de Sabine au 18e siècle, parce qu'on a comme sauté un peu. Ouais, alors il faut savoir que malheureusement, je suis germanophile, mais pas germanophone. Donc en fait, j'imagine qu'il y a des choses pour le 18e. Déjà, rien que le fait qu'il y ait ce texte de Goethe sur Erwin de Steinbach, et puis ensuite, 10 ans après, Sophie von La Roche sur Sabine, je pense qu'il y a des choses. Après, moi, je n'ai pas trop regardé le 18e, mais franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce que le romantisme joue beaucoup au début du 19e pour amplifier vraiment cette mythologie de l'artiste. Mais je pense qu'il y a des choses, quoi, mais que j'ai pas vues. Mais je pense que c'est quelque chose de très intéressant à creuser. Oui, parce que le romantisme commence un peu plus tôt en Allemagne aussi, donc il y a peut-être déjà cette Ouais, transition vers. je pense vraiment, ouais.
Merci. Une question pour Camille, pour Mathilde. Est-ce que le choix de réaliser une exposition et non une publication est symbolique d'un changement de stratégie pour Marguerite Durand pour rendre présentes ces constellations féminines autrement? Eh bien, je crois que ça s'inscrit vraiment dans ce qu'elle a fait en 1900, en parallèle de l'exposition universelle, avec l'exposition qu'elle crée en parallèle du congrès pour les droits des femmes, avec ses objets de militantes, toutes ces traces de l'engagement des femmes et de leur lutte pour leurs droits. Donc, je crois qu'en fait, cette stratégie, elle est déjà présente en 1900 et qu'en 1922, il y a ce prolongement-là et qui s'inscrit vraiment en parallèle des débats autour du droit de vote des femmes. Et c'est un peu la même stratégie qu'à Chicago, encore une fois, puisque c'est aussi montrer les accomplissements des femmes pour essayer d'encourager des changements politiques. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'en même temps, c'est vraiment pour promouvoir. Peut-être justement, ça fait une plus grande visibilité, une plus grande sonnette aussi, puis d'être capable de rivaliser avec les autres expositions qui ont été des succès par le passé aussi. C'est une belle façon de... Oui, et puis je pense qu'il y a cette idée de se retrouver, en fait, de créer un lieu de rencontre, un espace qui sera aussi un espace dédié à la mémoire sur le long terme, puisqu'en fait, on germe avec cette recherche d'archives, cette recherche d'informations. Il y a déjà quelque part le projet qui aboutira en 1931 avec le legs de ces collections à la ville de Paris et la création de la bibliothèque Marguerite Durand plus tard. Super. Une dernière question pour Eva, puis après on va s'arrêter là, je pense qu'il est déjà 4h10, le temps de faire une petite pause avant la reprise. Donc Eva, est-ce que la demande de DeWitt a été suivie après 1905? Est-ce qu'on voit les prénoms les plus nombreux dans les signatures après 1905? Et dans l'autre sens, est-ce que tu analyses l'absence de prénoms et de la forme féminine dans la signature en tant que pratique stratégique pour avoir plus de chances dans la réception des œuvres? Alors, c'est hyper intéressant. Alors, déjà aussi, je voulais revenir sur la question précédente. Je suis désolée, je fais très vite. Mais il y a des mentions de Sabine au 18e et même bien avant. Et pour ça, il y a un très bon article de Roger Lenny dans le bulletin des Amis de la cathédrale de Strasbourg de 97, je crois. C'est disponible sur Gallica. Et là, il y a vraiment des choses, enfin, si ça intéresse juste parce que sinon, j'allais m'en vouloir de ne pas le dire. C'est ma passion, note de bas de page. Et sinon, pour savoir si ça a changé quelque chose, en fait, c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop vérifier. Dans le sens où en fait on a des sculptrices qui signent voilà, avec leur prénom nom déjà dès le début de leur pratique. C'est le cas par exemple d'Elisa Bloch sur certaines œuvres, et puis pour d'autres où on a une invisibilisation parce qu'on a juste le nom de famille, mais du coup on ne sait pas si c'est une femme ou pas. En plus souvent elles font partie de familles d'artistes, donc on ne sait pas, il y a aussi des problèmes d'attribution, et puis des fois juste on n'a pas les œuvres. Moi je travaille aussi beaucoup avec des sculptrices pour lesquelles j'ai juste des visuels de photographie du salon, mais pour lesquels j'ai pas d'objet en fait en tant que tel. Donc c'est quelque chose d'hyper intéressant, et que c'est vraiment quelque chose à creuser, mais j'avoue qu'en l'état, je ne saurais pas trop dire. Mais c'est un encouragement qui, je trouve, montre, en tout cas est peut-être symptomatique aussi d'une situation dans le sens où à l'époque, peut-être que ce n'était pas si évident. Et le fait de dire il faut mettre son prénom, parce que sinon après c'est dangereux et ça ne va pas être retenu par les historiens et les historiennes, je trouve qu'il y a aussi une conscience en fait d'une certaine historicité, et voilà, je pense que ça s'inscrit aussi dans cette histoire d'historiographie des femmes artistes évoquée par Mary D. Sherif dès les années 1850, quoi. Oui, puis c'est une pratique qui est assez courante aussi en sculpture, même du côté masculin, d'être un disciple d'eux, puis de rester sur le nom, la tête d'affiche finalement. Donc on est toujours Ouais. en camouflé. Oui. On va s'arrêter ici, je pense, parce qu'il y avait d'autres questions encore. Peut-être juste revenir sur ce que tu disais, Eva, sur l'essentialisme, la dimension essentialiste du Women Buildings en 1893. C'est une question qui est posée. Puis après, on arrête, on boucle la boucle.
Ok, je fais ça en 3 phrases. 3 secondes. Non, en vrai, la question de l'essentialisme, c'est le présupposé qu'il existerait une essence de la femme avec un grand L et un grand F, qui évidemment n'existe pas. C'est ce que Nochlin aussi explique dans son texte. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes? Elle dit qu'il n'y a rien qui relie Kitty Kollwitz et Rosalba Carreira ou Suzanne Baladon et Georgia O'Keeffe. Et en fait, ce pavillon, ce Women's Building, il est complexe parce que ce sont des femmes aussi qui l'organisent et c'est aussi une stratégie de promotion de leurs travaux et de leur histoire. Donc, il y a aussi cette espèce d'ambivalence. On sait que certaines femmes n'ont rien à voir, mais on les réunit ensemble. Mais alors ça, après, on débouche sur des problèmes méthodologiques par exemple, la pertinence, oui ou non, de dire femme artiste, artiste femme. Il y en a certaines qui s'en excluent complètement, d'autres qui l'embrassent. Et c'est aussi une façon de fédérer et de s'organiser. Donc ça, c'est vraiment des questions passionnantes pour le 19e siècle, notamment, et qui rejoignent aussi les féminismes, etc. Donc, Merci beaucoup. Merci à toutes les deux pour votre générosité avec les questions. Et on prend une pause. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me faire un signe de combien de temps avant le prochain panel? 8 minutes, je pense, une petite dizaine de minutes. Ouais. Une dizaine de minutes. Donc, merci beaucoup. Ça clôt le deuxième panel. Donc, c'était monter l'héritage légué à l'avenir, démarche féministe. Merci à toutes les deux. Donc, on se revoit toutes et tous dans 10 minutes.